Au sommaire de cette édition d'information, le personnel d'Africa numéro 1 poursuit sa grève entamée en début de semaine. Il dit attendre des pouvoirs publics un signal fort pour relancer les activités de la station panafricaine, empêtrée dans des problèmes de gestion. Enfin, pour ce vendredi à la mosquée Hassan II de Libreville, l'imam Ismaël Hosseini Ossa est revenu avec plus de détails sur le sort attendu pour chaque âme humaine après la mort. Bienvenue à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme il est de tradition sur nos antennes avec le round-up des mosquées, nous vous proposons un extrait du khutba de l'imam Ismaël Hosseini Ossa. À la mosquée Hassan II, il est revenu sur le sermon du vendredi dernier avec un peu plus de détails sur le sort de chaque âme humaine après la mort. Très chers frères et sœurs dans la foi, que la paix, la bénédiction et le salut du Tout-Puissant soient sur vous. Gloire à celui qui a décrété par sa grâce, par sa faveur, par sa magnanimité, le paradis pour ses serviteurs, les croyants. Allah a décrété pour ceux-là le paradis, un paradis qu'ils ne méritent pas, s'il faille se conformer uniquement à leurs œuvres. Mais Dieu en a ainsi décidé par sa faveur. De même, pour une philosophie qui lui est propre, une philosophie basée sur l'équité, sur la justice et non l'injustice, Allah a aussi décrété sur d'autres créatures l'enfer. Et ces créatures, explorez un tout petit peu leurs qualificatifs, vous verrez que ce sont des gens qui n'ont pas été à la hauteur de l'attente divine, des gens qui ne se sont pas bien comportés, les pécheurs, les récidivistes, les déviationnistes, que Dieu nous en préserve. Un rappel et des enseignements prodigués par le prédicateur Albouri Ndiaye qui nous parle des 9 enseignements concernant l'islam de manière résumée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un rappel qui devrait attirer l'attention de chaque musulman. Ahmed Farlambini et Vaka. Qui dit islam dit enseignement. C'est dans cette optique que le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a résumé en 9 points essentiels, comme nous l'enseigne le prédicateur Albouri. Alors le premier enseignement, c'est d'être sincère, en public comme en privé. Le deuxième enseignement, c'est d'être juste, que ce soit dans la colère comme dans la joie. Le troisième enseignement, c'est d'être modéré, que ce soit dans la richesse comme dans la pauvreté. Le quatrième enseignement, c'est de rendre visite à celui qui a rompu ses liens avec nous. Le cinquième enseignement, c'est de pardonner à celui qui nous a offensés. Le sixième enseignement, c'est de donner à celui qui nous a refusés. Le septième enseignement, c'est de faire de son silence une méditation. Le huitième enseignement, c'est de faire de son discours un rappel du divin. Et enfin, le neuvième enseignement, c'est de tirer leçon des événements de la vie. Force est de constater que l'islam comporte aujourd'hui plusieurs branches qui ne sont toujours pas faciles à déchiffrer. Celui qui maîtrise, qui vit ces 9 enseignements, n'a pas besoin d'aller chercher un savoir ailleurs. Parce que finalement, l'islam c'est quoi si ce n'est une compétence comportementale. Et ces 9 enseignements, d'ailleurs, je les ai définis comme étant des compétences comportementales. C'est-à-dire celui qui maîtrise ces enseignements-là, on n'a pas besoin de lui dire on va rajouter quelque chose à ton islam. Si ce n'est que la partie évidemment jurisprudentielle de savoir comment faire la prière, comment les réparer, comment jeûner, comment réparer le jeûne, comment faire le pèlerinage. Mais lorsqu'il a maîtrisé ces arcanes-là, on a envie de dire si tu as ces 9 enseignements, j'ai envie de dire sans trop de prétention, tu es un très bon musulman. La religion, c'est le conseil, tout comme le Hajj et Arafat. Il incombe donc à tout musulman de s'imprégner de ces enseignements. United Bank for Africa vient de lancer un nouveau produit dénommé Africa Cash. Fatim Machitanda nous en dit un peu plus à ce sujet.
Transférer de l'argent instantanément devient possible pour les abonnés de l'United Bank for Africa. La banque met en effet à la disposition de sa clientèle et autres intéressés un nouveau concept dénommé AfriCash, un service de paiement électronique sécurisé. AfriCash permet d'envoyer de l'argent d'une agence, d'un pays à un autre, où UBA a une présence en Afrique. Vous avez la possibilité non seulement d'envoyer de l'argent, comme tous les produits classiques d'envoi d'argent, mais aussi de pouvoir créditer, c'est-à-dire mettre cet argent à disposition sur un compte bancaire dans un pays, dans une de nos agences, dans un pays receveur. Je peux envoyer de l'argent du Gabon si j'ai un compte au Cameroun. Je peux directement créditer mon compte au Cameroun, c'est-à-dire je mets des espèces, alors que les autres produits, le plus souvent, il faut aller les prendre, n'est-ce pas, en cash. Donc je peux envoyer mon argent au Sénégal, directement crédité quand j'ai mon compte ouvert, directement crédité sur mon compte. Je peux le faire également si j'ai un compte au Gabon, de compte à compte. Je peux également transférer mon argent de mon compte au Gabon sur mon compte qui se trouve dans l'un des 19 pays. Présent dans près de 18 pays africains, UBA compte bien conquérir la population gabonaise et ce conformément aux réglementations établies par la zone CEMAC. Toute personne vivant au Gabon, si vous avez une pièce d'identité, vous pouvez bénéficier de ces services-là. Donc c'est un service qui s'adresse à tout le monde. Implantée au Gabon voici bientôt 5 ans, cette banque panafricaine, filiale du géant nigérian UBA Group, s'impose peu à peu dans l'univers bancaire du pays. Je vous le disais en titre, Africa numéro 1 est en grève générale illimitée. Le personnel de cette station panafricaine boude la gestion du syndic judiciaire à l'origine des difficultés de trésorerie que traverse Africa numéro 1. Plus de précision avec Ismaël Obianzi. Africa numéro 1 a tant donné au Gabon et à notre continent. Rendez-lui ton lustre d'antan. Patrick Ngamandong de l'aventure mystérieuse et ses collègues ici au Piquet ne demandent que ça, redonner à Africa numéro 1 ses lettres de noblesse, un message fort parmi tant d'autres, diffusé en boucle par le tam-tam du continent dont l'écho est plombé par une mauvaise gouvernance. Ces messages viennent pour essayer de sensibiliser tous les esprits devant ce que Africa numéro 1 traverse comme crise actuellement. Entre Africa numéro 1 et plusieurs de ses agents, c'est visiblement un mariage d'amour et de raison, et c'est bien la gorge serrée que ce trentenaire de la maison en parle. Nous vivons un peu ce que vit le médecin qui manque de bistouri ou qui manque de plateau technique aujourd'hui. C'est tout à fait normal que nous nous plaignions du fait que nous ne soyons pas en activité. La vétusté du matériel de travail et l'absence de commodité dans plusieurs pièces de la radio panafricaine font dire au président du syndicat que le personnel d'exploitation a touché le fond. Vous ne pouvez pas traiter une bonne information si vous n'avez pas Internet. Vous ne pouvez pas traiter une bonne information si vous n'avez pas de chaîne câblée. Voilà autant de choses. Le papier manque aussi en rédaction. L'encre pour imprimer ce que vous aurez écrit manque en rédaction. Le papier a été recyclé, tellement recyclé qu'on n'arrive même plus à recycler. Le passé d'Africa numéro 1 est élogieux en termes de prouesses réalisées dans la couverture de grands événements sur le continent. Son avenir en clair-obscur permet-il de rêver encore avec elle? Rêver par exemple d'une belle retransmission de la CAN 2015 par Africa numéro 1, comme elle seule en avait le secret. L'édition 2013 en Afrique du Sud avait été une première expérience douloureuse vécue par nous, journalistes reporters, et aussi par les auditeurs de la radio africaine. C'était la première fois depuis 1981 qu'Africa numéro 1 existe qu'on ratait une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Symbole de l'unité des peuples d'Afrique, Africa numéro 1 a été de tous les rendez-vous ayant entraîné les grands bouleversements du continent. Elle ne mérite pas le sort qui lui est réservé aujourd'hui. La station est malade, peut-être à l'image du continent. Les mouvements d'humeur observés à l'université Omar Bongo ont débouché une fois de plus sur des dérives de la part de certains étudiants. Suite aux incidents observés les 17 et 18 derniers dans l'enceinte de cet établissement supérieur et à l'extérieur.
Conséquence, des amphithéâtres préfabriqués incendiés, des véhicules appartenant à l'administration, ainsi que des véhicules à usage de taxi. Issa Mefan et Ahmed Beni, Evaka pour le compte-rendu. Les étudiants de l'université Omar Bongo seraient-ils instrumentalisés? La question vaut son pesant d'or suite aux événements des 17 et 18 décembre dernier. Le prétexte pour troubler à nouveau le semblant de stabilité qui a prévalu un mois durant à l'UOB n'a pas tardé. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, le renvoi du procès des étudiants incarcérés, serait à l'origine des mouvements qui ont une fois de trop caractérisé l'université centrale de notre pays. Affrontements avec les forces de l'ordre, jets de pierre, incendie des biens publics et privés ont constitué la manière pour les étudiants de se faire entendre. À l'origine, ce serait l'annonce de l'interpellation des leaders de la mutuelle, dont les raisons, selon certaines sources, seraient dues aux troubles causés au tribunal de première instance de Libreville. La date du 18 décembre écoulé a été à nouveau le théâtre des manifestations violentes. Un étudiant dont l'identité n'a pas encore été définie a incendié un amphithéâtre préfabriqué. Au regard des événements constatés ces 2 dernières décennies, l'université Omar Bongo serait pour beaucoup la proie de diverses influences politiques et idéologiques, selon une certaine opinion. Il y aurait des mains noires qui continuent à tirer les ficelles, profitant de la moindre occasion pour pousser les étudiants vers des limites infranchissables. Actualité internationale. À présent, le 14 avril 2014, le dernier groupe islamiste radical Boko Haram enlevait 276 lycéennes à Chibok, au nord du Nigeria. L'événement a suscité l'indignation de la communauté internationale. Mais 8 mois plus tard, plus de 200 lycéennes restent toujours captives. Un reportage. C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord du Nigeria. 276 lycéennes sont kidnappées. 8 mois après, 57 filles ont réussi à s'enfuir, mais le sort de 219 d'entre elles reste toujours inconnu. Dans une vidéo diffusée peu après l'enlèvement, le leader de Boko Haram, Abou Bakar Shekau, avait menacé de vendre les filles comme esclaves ou de les marier de force. Puis dans une autre vidéo diffusée en mai, on voit certaines d'entre elles forcées d'expliquer leur conversion à l'islam. Pour les militants de la campagne Bring Back Our Girls, l'attente est devenue trop longue. C'est vraiment ahurissant que dans une nation comme le Nigeria, nous n'ayons pas encore ramené nos filles près de 7 mois plus tard. Mais nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire et ramener nos filles maintenant et vivantes. Les autorités nigérianes sont incapables d'enrayer l'insurrection dans le nord du Nigeria et le président Goodluck Jonathan est souvent critiqué pour son inaction. Boko Haram multiplie les attentats depuis l'enlèvement des lycéennes et devient une véritable menace régionale. Le nord du Cameroun subit de plus en plus d'incursions sanglantes et le Niger et le Tchad redoutent des attaques. En octobre, les autorités ont annoncé un cessez-le-feu et la libération des otages de Chibok. Rien de tout cela ne s'est produit. Je vous dis que nous n'avons pas conclu de cessez-le-feu avec quiconque. Nous voulons la bataille, frapper, tuer avec des armes à feu, car le goût du métal nous manque. L'enlèvement des lycéennes a suscité une vaste indignation internationale. Depuis quelques mois, la campagne de mobilisation affaiblit. Mais les lycéennes sont toujours retenus et les enlèvements se multiplient. Cette semaine, 185 personnes ont été enlevées dans un village proche de Chibok. Il y a un témoignage qu'Awinda Ozoua interprète pendant 18 ans au tribunal pénal international. Pour le Rwanda, n'oubliera jamais. Un enfant arraché du dos d'une femme, suspendu par les pieds et coupé en deux avec une machette. Un reportage. Pendant 18 ans, Awinda Osusa a été la voix des tueurs, des victimes et des témoins du génocide rwandais. C'est ici, dans le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha en Tanzanie, qu'elle traduisait du français à l'anglais les horreurs d'un des génocides les plus tragiques de l'histoire. Mais avec la fermeture du tribunal, les voix continuent de résonner dans la tête d'Awinda.
Un homme a pris un enfant qui était sur le dos de sa mère, l'a tenu par les jambes et l'a coupé en deux avec une machette. C'est un moment vraiment horrible dont je me souviendrai toujours. Il y a 20 ans, 800 000 Tutsis étaient massacrés par des Hutus. La communauté internationale, silencieuse au moment des faits, cherche alors à punir les architectes du génocide qui ont fui à l'étranger. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est créé. En 2 décennies, il aura jugé 93 personnes, la plupart des dirigeants politiques et militaires au moment des violences. Un effort unanime pour une fois a été fait par le Concert des Nations pour mettre en place ces juridictions qui se sont attaquées à des crimes, pour les uns en Europe, aux portes de l'Europe occidentale, et pour les autres dans un lointain pays africain. Je crois que ça a été, dans le cadre de la justice internationale, un progrès considérable qui a été accompli. Une avancée, oui, mais il reste des progrès à faire. Le tribunal a été critiqué pour sa lenteur, son coût, le manque de mécanismes de réparation pour les victimes. Alors qu'il ferme ses portes à Arusha, la Cour pénale internationale à La Haye est désignée comme l'héritière. Bongani Majola, clerc au tribunal, aimerait voir ses ressources transférées à la CPI. Je pense que nous devons envoyer nos ressources limitées à la Cour pénale internationale et la renforcer, et encourager les politiques à accepter la Cour pénale internationale comme une entité qui intervient lorsque les autorités nationales et régionales n'ont pas la volonté politique d'agir. Un souhait ambitieux, mais pour Bongani, un pays déchiré par une guerre civile ne peut rester en paix que si justice est faite. Un tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. Manuel Valls en visite en Bretagne. Le Premier ministre a profité de ce déplacement pour rencontrer les salariés et la direction de l'abattoir GAD de Josselin dans le Morbihan, une entreprise devenue le symbole des difficultés rencontrées par l'agroalimentaire dans la région. À Rennes, bonnets rouges et militants de la Manif pour tous étaient sur le pied de guerre pour l'accueillir. Dans la nuit, la façade de l'immeuble abritant les services de l'agglomération Rennes Métropole a été dégradée. Le groupe État islamique recule dans le nord de l'Irak. L'intensification cette semaine de l'offensive des Peshmerga kurdes, soutenue par les frappes aériennes de la coalition, porte ses fruits. Les milliers de personnes bloquées depuis cet été sur le mont Sinjar commencent à être évacuées. Plusieurs membres importants du groupe islamiste ont été tués selon Washington. Mais le I tient toujours la deuxième ville d'Irak, Mossoul, et la zone frontalière de la Syrie. Un premier pas vers la fin de l'interdiction de se syndiquer pour les militaires. Sous la pression de la Cour européenne des droits de l'homme, François Hollande annonce qu'un droit d'association professionnelle va leur être accordé. Le dossier est aux mains des ministres de la Défense et de l'Intérieur. Des motos pour lutter contre Ebola. La Sierra Leone a lancé une vaste campagne de prévention dans l'ouest du pays, la zone la plus touchée par le virus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une centaine de motards vont sillonner les routes pour expliquer comment éviter la contamination et prendre en charge les malades. 8h du matin à Londres. Contrairement aux apparences, ces fêtards ne terminent pas la nuit, mais ils commencent leur journée. Avant d'aller travailler, les Londoniens peuvent désormais faire la fête grâce au Morning Gloryville. Les déguisements sont vivement encouragés, mais pas l'alcool ou les drogues. Ici, on carbure au café et au smoothie. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. Restez toujours en compagnie de nos programmes. J'aurai le même plaisir la prochaine fois, Inch'Allah, de vous retrouver. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.